Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetime, nous sommes le jeudi 8 octobre 2020 et c'est l'épisode 193. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi deux compères. Bonsoir Cassim. Bonsoir. Ça va Cassim, tranquille ? Tranquille, ça passe. Ça passe. T'as pas voulu nous parler Windows Phone toi la semaine dernière ? Nous parler de quoi ? De Windows Phone, tu sais le petit truc, la petite brique qui avait des tuiles dynamiques dessus ? Ça me dit rien. Ah, ça te dit rien, d'accord. Bon. Non, ça me dit rien. Ça te dit rien, ok, tant pis. Bon, j'ai le plaisir d'avoir Patrick également avec moi. Salut Patrick. Salut, bonjour et bonsoir à tout le monde. Voilà, donc c'est à 3 ce soir que nous allons assurer cet épisode 193. Alors au programme, on va vous parler de Xbox parce que quelques annonces se sont faites connaître. On va faire un petit point hardware que l'on n'a pas fait la semaine dernière et on va vous parler un petit peu de Windows pour terminer. Alors je vous propose sans plus attendre, de commencer avec la Xbox. Pour commencer, Cassim, avec cette Xbox, on a appris quelques nouveautés. Alors pas de grosses nouveautés quand même, parce qu'il y a quand même la majorité des informations, ça y est, qui ont été annoncées. Mais qu'est-ce qui a été annoncé pour la Xbox dernièrement ? Il y a eu tout un tas de petites choses. Oui, voilà, c'est plus plein de petites choses. C'est plutôt, ouais, c'est vraiment, on sent que se met en place les dernières pièces du puzzle pour le lancement des consoles. Il y a eu surtout la console qui a été envoyée à pas mal de journalistes dans le monde qui ont pu commencer à donner leur premier retour par morceaux. Et voilà, on sent que Microsoft met en place les dernières pièces. Il y a la campagne de communication qui va commencer demain au moment où on enregistre. Il y a les périodes de test. En fait, ce qui est marrant, c'est que les journalistes ne pouvaient pas tout dire de leur console. Ils pouvaient juste tester, par exemple, les fonctions de multitâche comme Quick Resume ou la rétrocompatibilité des jeux Xbox One, mais ils ne pouvaient pas encore, par exemple, tester de nouveaux jeux ou parler de la chaleur dégagée par la machine ou ce genre de choses. Et ça arrivera plus tard. D'ici le lancement, on sent que voilà, normalement, c'est le 15 octobre, si je ne m'abuse, qu'il y aura plus aucun embargo de la part des journalistes sur la console, quoi. Donc, d'accord, donc encore une semaine avec un filtre. C'est ça, une semaine avec un filtre, puis on doit avoir pas mal de choses. Et puis ça va permettre, en plus, le fait d'avoir donné comme ça des consoles dans les mains des journalistes partout dans le monde, ça va permettre de s'assurer aussi que tous les jeux qui arrivent là, les journalistes vont pouvoir faire des tests dessus, plutôt sur la version Xbox, par exemple, le prochain jeu de Cyberpunk. Ça va probablement être sur Xbox que les journalistes vont le tester. Si peut-être qu'ils auront la PlayStation d'ici là, mais c'est pas sûr. Du coup, j'ai l'impression que ça va plutôt se mettre en place côté Microsoft. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas eu de grandes nouvelles qui ont été annoncées sur la console en elle-même, mais des petites choses. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu, du coup, cette idée, on l'avait déjà un peu entendu parler, mais ça a été vraiment concrètement annoncé, qu'on pourrait, pour certains jeux en tout cas, sélectionner ce qu'on veut ou non installer du jeu. Oui. Par exemple, si un jeu vous propose, on va prendre Call of Duty qui est le jeu le plus célèbre dans ce cas de figure. Call of Duty, il y a d'un côté la campagne super héroïque où vous jouez tout seul et de l'autre côté le mode multijoueur. Et donc la Xbox va pouvoir vous proposer de soit télécharger et installer uniquement le mode solo, soit télécharger uniquement le mode multi, soit tout télécharger si vous voulez. Mais ça permet au moins d'avoir, voilà, moi qui par exemple ai tendance à ne jouer que aux campagnes solo, j'ai pas forcément besoin de télécharger le multi et ça peut représenter beaucoup d'espace de stockage, beaucoup aussi de temps de téléchargement. Donc c'est plutôt positif de permettre comme ça de sélectionner ce que le joueur a vraiment besoin. Ça fait des économies de place, ça fait des économies de temps, donc c'est tout bénef, quoi. Faut que les développeurs le prennent en charge, donc ça on verra bien si tous les jeux, je vais taper dans mon micro, si tous les jeux le prennent en charge ou pas, ça sera resté à déterminer, mais au moins Microsoft ils offrent cette possibilité là, quoi. C'est ça, je trouve ça pas mal pour les gens qui ont une petite connexion et qui ont une manière de jouer assez spécifique. Je trouve ça assez intéressant, ouais. Et on sait si les éditeurs ont commencé à implémenter cette fonctionnalité ou pas encore ? Pas du tout, ça a vraiment été donné comme ça en marge d'une interview, donc ça a été un peu balancé comme ça. On n'a pas d'infos, il n'y a personne qui avait annoncé vraiment précisément de choses dans ce sens.
Normalement, Sony va aussi le prendre en charge du côté de la PlayStation 5, donc ça peut donner l'espoir que les développeurs le prennent en charge des deux côtés, sachant qu'en plus, justement, je parlais des prises en main de la console. Un des éléments qui ont été révélés dans ces prises en main, c'est le fait que le stockage de la console, l'espace libre de la Xbox Series X avoisinerait les 800 gigas. Un petit peu plus, ouais, même. Un tout petit peu plus, mais voilà, c'est autour des 800 gigas. Donc ça veut dire... réellement disponible pour l'utilisateur. C'est ça. Ça veut dire en gros une dizaine, on va dire, de gros jeux. Ça dépend de la taille des jeux. On va dire une dizaine de gros jeux. C'est-à-dire qu'un jeu comme Red Dead Redemption 2 ou le dernier Call of Duty, c'est autour des 100 à 150 gigaoctets d'installation. C'est ça pique. Donc ce qui est lourd. En revanche, un jeu, je sais pas moi, les jeux comme Spiritfarer ou les petits jeux indépendants, en général, c'est que quelques gigaoctets au maximum. Donc tout dépend des jeux que vous installez. Voilà. Mais oui, si vous installez que des jeux du calibre de Red Dead Redemption 2, ça va aller très vite. Ça veut dire qu'il y aurait quoi je fais calculer rapidement dans la tête. Il y aura 6 fois la place pour un Red Dead Redemption 2. Ouais, 6-7 jeux. Après, si tu ne joues pas en mode multijoueur, ça peut te permettre, par exemple, de gagner beaucoup de place. Comme tu disais tout à l'heure, de n'installer qu'une partie. S'il le gère, effectivement, ça peut vraiment être bénéfique, quoi. Ça, je trouve ça très bien. Après, c'est vrai que c'était un argument de Microsoft pour dire que le stockage était peut-être réduit, mais qu'en raison des améliorations qui étaient fournies par le nouveau système, enfin par le matériel et le système d'exploitation, et aussi avec cette possibilité de n'installer que les parties dont on a besoin, le fait d'avoir un stockage que de 1 Tera sur la série X serait suffisant pour la majorité des joueurs. Ce qui fait vraiment peur, c'est vraiment les 500 Go de la série S qui font plus peur, parce que si on se dit que, en admettant qu'il y ait moins d'espace perdu, entre guillemets, et que par exemple l'espace libre réellement laissé à l'utilisateur soit quelque chose comme 400 gigaoctets, ça sera quand même très petit, ou même 350 gigaoctets par exemple, ce sera quand même très petit pour installer des jeux, et il va vraiment falloir faire des économies et faire attention, quoi. C'est ça, parce que je sais pas, enfin, autant avec cette manière de voir les choses, tu te dis que 1 teraoctet, ça peut passer. Si tu fais bien attention, ça peut passer. Mais je sais pas comment tu peux faire avec 500 gigas seulement. Ouais, ça va être compliqué, on verra les jeux combien de place ils prendront. Microsoft avait aussi promis que les jeux série S prendraient moins de place que les jeux série X, puisque la console est moins puissante, elle a moins besoin des textures, haute définition et compagnie, donc pareil, tu peux... faire en sorte que ton jeu prenne moins de place sur cette console en particulier. Ça, pareil, on verra si les développeurs l'intègrent et le prennent en compte. Mais du coup, clairement, il y a une question qui va se poser là-dessus. Ça a permis aussi, tous ces prises en main et ces tests, ça a aussi permis de faire le point justement sur la façon dont on peut augmenter le stockage des consoles. Oui, mais c'est vrai que tu en avais parlé, toi, il y a 15 jours, mais il y a eu beaucoup d'articles récemment là, qui sont parus là-dessus. Bah, c'est vraiment, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est vraiment, comme on l'avait dit il y a 15 jours justement, qu'on peut tout à fait mettre un disque dur externe classique et beaucoup moins cher, et les jeux peuvent être copiés dessus, que ce soit les jeux Xbox One qui eux sont carrément lançables, ou les jeux next-gen qui eux sont juste téléchargeables et stockables sur le stockage externe. Ce sera surtout beaucoup moins cher que les stockages SSD qui seront proposés. Et puis ça permettra au moins de peut-être se sentir un peu moins à l'étroit. Mais c'est un peu ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur la console. Les prises en main, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à en retenir, sinon qu'elle a l'air performante pour le moment. Mais comme ils n'ont pas pu tester les jeux next-gen, je préfère qu'on en consacre une plus grande partie, qu'on approchera le lancement, et qu'on pourra vraiment en parler. Je peux quand même dire que j'ai pris en main la nouvelle manette. Ouais. Alors moi j'avais une question qui allait avec ça. Alors peut-être je vais la poser tout de suite. Vas-y. Cassim, est-ce que chez Frandroid vous avez pu disposer d'une Xbox Series X ? Non, la réponse est non. Numérama non plus ? Numérama si, mais alors le journaliste spécialisé de Numérama travaille et vit à Lille, en tout cas pas sur Paris. Et du coup... c'est compliqué. On peut pas vraiment. Mais il était de passage à un moment, donc j'ai pu prendre en main la manette et prendre en main les deux consoles. Mais littéralement, les prendre en main, ça ne sert pas à grand chose.
les consoles, donc je l'ai pas vu tourner ou quoi que ce soit. Mais par contre, ce qui est plus intéressant, c'est surtout la manette. Là, par contre, c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir en main, même si j'ai pas pu jouer concrètement avec. Ce que je peux dire rapidement, c'est qu'elle a l'air, sans révolutionner la recette, elle a l'air quand même vraiment meilleure. Il n'y a aucun point où on aurait envie de retourner sur une manette Xbox One. Elle a vraiment une meilleure... elle est un peu plus agréable en main, elle a un meilleur grip, elle a une nouvelle effet texturé au niveau des poignets et des gâchettes. C'est des petits éléments, c'est vraiment pas des gros changements, mais c'est des petits éléments qui font que la manette est plus agréable, plus pratique. Voilà. Est-ce qu'elle est un petit peu plus petite ? Elle est légèrement plus petite, mais franchement c'est quasi imperceptible en main. D'accord, ouais. D'après Microsoft, ça va permettre à plus de joueurs, notamment les enfants, de pouvoir facilement apprécier la manette, mais pour les adultes, ça fait quasiment pas de différence. C'est ce que j'avais lu, mais ça doit être de l'ordre d'un demi-centimètre ou d'un centimètre, pas plus, quoi. Ah, même pas, enfin, 1 centimètre sur le volume total peut-être, mais même pas à ce point-là, quoi. C'est vraiment dans l'ordre du millimètre. L'idée, Microsoft avait été aussi précis sur le fait que ils voulaient surtout pas que justement la manette change. Enfin, il faut que les gens qui soient habitués à la manette en fait ne perdent pas leurs habitudes et gardent leurs réflexes, etc. Notamment les plus passionnés. Les plus anciens joueurs, oui. Du coup, vraiment, à part ces quelques nouveaux grips, le nouveau bouton directionnel, des petites choses comme ça, il n'y a vraiment pas d'énormes changements de design. Mais c'était une très bonne manette déjà à la base, donc c'est normal aussi de ne pas vouloir changer une recette qui gagne, quoi. Donc, oui, bien sûr. Donc, non, mais voilà, vraiment premier bon contact, on va dire. D'accord. Alors moi j'ai lu pas mal de petites infos, enfin sans aller très loin, mais j'ai vu des premiers retours des manettes de PS5. Alors je sais pas si, voilà, j'ai pas compris pourquoi les gens en parlaient. Ils les ont pas testé les manettes de PS5. Il y a un petit groupe de youtubeurs japonais qui a pu tester la manette au Japon dans les locaux de Sony, dans un cadre assez particulier. D'accord. Oui, après j'avais vu qu'il y avait eu des séances de test, mais chez Sony, directement, où les gens ne pouvaient pas sortir la machine. C'est ça. Donc c'est encore un peu biaisé ça. Mais et les gens parlaient de cette manette qui était beaucoup mieux que la précédente. Oui, là par contre il y a eu un vrai... Côté Sony, ils ont vraiment reconçu complètement leur manette. Il n'y a pas vraiment de point commun avec l'ancienne. Bon, là, bien sûr il y a les boutons qui restent à peu près les mêmes, mais je veux dire le design global de la manette a été revu. Puis il y a notamment une grosse promesse sur des nouvelles fonctionnalités que Microsoft, vraiment, ils ont voulu garder cette idée de manette universelle que tout le monde connaît. Donc ils n'ont pas voulu réinventer la roue. Sony, de l'autre côté, ils ont fait beaucoup de promesses justement de capacité sur la nouvelle manette, notamment de retour haptique qui te permettrait de sentir la texture sur laquelle tu te trouves. Apparemment, ça ferait vraiment son effet. Mais là, oui, il va falloir attendre vraiment les tests pour en avoir le cœur net. En tout cas, la manette a l'air plus ambitieuse, avoir plus la volonté de changer la façon dont on va jouer aux jeux vidéo. À voir. Voilà, pour l'instant. Ouais, ok. Donc à voir, après peut-être que ça reste deux philosophies différentes, deux manières d'utiliser ces manettes. Faut vraiment comprendre que, et ça va faire la transition avec le sujet suivant, que Sony, ils sont dans l'idée que tu dois avoir une PlayStation 5, donc tu vas avoir la manette qui va avec, et les jeux vont parfaitement être optimisés pour la manette de la PlayStation 5 et pour la PlayStation 5 elle-même. C'est vraiment une expérience complète qu'ils te proposent, mais qui est tournée autour de cette console de jeu et de cette manette, quoi. Alors que chez Microsoft, par contre, ça va être ta manette qui te permet de tout faire. C'est ça, qui va t'accompagner du PC à la console et même dans le cloud. Donc c'est vraiment une manette, c'est pour ça que je parlais de manette universelle, c'est une manette qui est compatible aujourd'hui avec Windows, mais aussi avec la Xbox, mais aussi avec Android, iOS et compagnie. Donc il y a vraiment ce côté manette universelle que tu vas pouvoir utiliser partout. T'as une question, Cassim ? Est-ce qu'on peut mettre une manette de Xbox sur une PlayStation ? Oui, j'ai appris ça aujourd'hui, c'est marrant que tu t'en parles. Avec un adaptateur, par contre, il y a un accessoire à acheter qui n'est pas développé par Microsoft, hein, c'est un accessoire c'est pas étonnant, fabricant, mais qui permet d'utiliser une manette Xbox sur PlayStation. Alors que les deux sont Bluetooth, si je ne me trompe pas. Oui. C'est bizarre. Les deux sont. Mais je pense que c'est plus une question de transformer... par exemple, quand tu appuies sur la touche A tu appuies sur la touche X, la touche RT en R2, en gros, faire comprendre que la manette, faut émuler la manette PlayStation 4 à travers ta manette Xbox, quoi, en gros. Ouais.
C'est juste pour savoir si l'ironie fonctionnait ou pas, que l'on puisse utiliser une manette de Xbox sur PS. Mais pour aller dans ton sens et pour montrer encore plus ce côté un peu universel de Microsoft, il y a le fait que tu puisses utiliser la manette DualShock 4, donc la manette de la PlayStation 4, sur xCloud et sur Android. Donc tu peux utiliser une manette PlayStation 4 pour jouer aux jeux Xbox en cloud gaming. Donc ça montre aussi cette ouverture et ce côté un peu universel de la façon de contrôler les jeux chez Microsoft. Mais du coup, c'est le côté vendeur de services, hein. Bah tout à fait, et justement on parle beaucoup du cloud gaming, je voulais en toucher 2 mots. Tu l'avais noté, tu l'avais mis dans les notes de l'émission, donc je m'en sers juste comme transition, mais en réalité tout était prévu. C'était le fait que ils ont annoncé que xCloud arriverait bien, donc leur système de cloud gaming arriverait bien sur PC et Xbox à l'avenir. C'est Phil Spencer directement qui a répondu ça sur Twitter. Alors la question très précise, c'est quelqu'un qui demandait pourquoi on peut pas avoir le Xbox Game Pass en streaming directement sur PC et console pour pouvoir tester des jeux plutôt qu'avoir les télécharger. Oui, c'était ça, oui. Ce qui est un bon point, enfin, c'est effectivement une bonne suggestion. Et donc Phil Spencer a répondu très clairement que oui, c'était dans leur plan. C'était juste plus loin dans la liste des choses que doit faire l'équipe xCloud, quoi. Donc c'est plus loin dans leur to-do list, mais c'est bien prévu à terme. Et donc l'idée, c'est vraiment cette idée que il y a un seul jeu qui peut t'intéresser dans le Game Pass, mais bon, il fait 100 gigas. Je parle en particulier à toi, Guillaume, je pense que ça doit te toucher particulièrement. Oui. Y a on dit souvent que le cloud gaming a besoin d'avoir une bonne connexion pour y jouer, mais en réalité, il y a pas forcément d'avoir besoin d'une si bonne connexion que ça pour tester. Il faut une bonne connexion, mais pas tant non plus. Et du coup, il y aura ce juste milieu où si tu as une connexion suffisamment bonne pour profiter du cloud gaming, tu pourrais avoir envie d'essayer les jeux sans les télécharger et sans perdre le temps. Les 10, 15, 30 minutes, plusieurs heures selon ta connexion internet. Plusieurs jours. Plusieurs jours. Disons que plusieurs jours, je pense qu'on sort du cadre des connexions compatibles cloud gaming. Red Dead Redemption 2, j'ai mis 2 jours, je crois, à le télécharger. Du coup, oui, mais je sais pas si du coup tu auras accès au cloud gaming. Mais si, le matin à 5h, ça passe nickel. Ok. Mais du coup, tu pourras télécharger, tu pourras tester en streaming directement Red Dead Redemption, on l'imagine. Ou un jeu de ce genre-là, tu pourras le tester et si ça te plaît pas, au moins tu n'auras pas perdu du temps à le télécharger et l'installer. Donc c'est évidemment central dans ce que propose le Game Pass. Microsoft veut vraiment, ce qu'ils veulent le plus mettre en avant, c'est cette possibilité de tester à tout moment des jeux et de picorer des jeux. C'est vraiment ça qu'ils adorent mettre en avant avec le Game Pass. Donc ça a beaucoup de sens de vouloir faire ça, de proposer. Ouais, et puis moi c'est surtout le côté que je trouve vachement intéressant, ça serait le côté t'as pas un PC hyper puissant, t'as envie de jouer à des jeux récents, donc le fait d'avoir le Game Pass te permet de te passer d'investissement dans le hardware. Ça veut dire que même avec un vieux PC qui peut avoir 10 ans, tu peux très bien faire tourner ton jeu, parce qu'il est streamé depuis les serveurs Microsoft. Ça, moi c'est vraiment un truc que j'attends sur PC. C'est tout à fait ça, c'est vraiment... du coup, moi, je me demande dans quelle mesure ils pourraient pas proposer xCloud directement sur la Xbox One aussi. Jour où ils passent parce que pour l'instant, donc on le répétera à chaque fois, mais xCloud pour l'instant, c'est des Xbox One qui sont dans les serveurs. Mais à terme, normalement, dès 2021, c'est la Xbox Series X qui devrait être installée dans les serveurs de Microsoft. Donc, qui pourra permettre de faire tourner des jeux next-gen. Et à ce moment-là, on peut se demander si une petite application xCloud ne te permettrait pas de recycler entre guillemets ta Xbox One en console next-gen à partir du moment où tu es abonné au service de streaming. Je trouverais ça assez malin. Fort sympa. Ce serait assez malin, quoi. Fort sympa. Oui, moi je trouve ça très bien. Vraiment, ça serait de quoi fidéliser les clients. Voilà. Patrick, t'as des questions là-dessus sur ce xCloud ou on clôture le sujet Xbox ? On va le clôturer, si ce n'est que je trouve que malgré le fait qu'on est en apparence de console de jeu, il semble quand même que la politique des deux côtés soit radicalement différente au niveau de la commercialisation puis de l'avenir. Et moi je pense que Microsoft a tout pour... j'ai assez bon espoir en fait qu'ils creusent un petit peu l'écart au niveau des parts de marché grâce à ça. Je pense qu'ils vont faire la différence. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Hein. Ouais.
Ok, allez, on clôture le sujet Xbox et on va parler de matériel Microsoft. Alors, pour commencer, on va resituer le contexte. La semaine dernière, on a eu des annonces de Surface qui nous présentaient un nouveau venu. Alors, je sais pas si toi, t'as vu des rumeurs, Cassim, de la venue de ce nouvel appareil, mais j'avoue que je n'avais rien lu dessus. Donc, j'ai été un petit peu surpris d'apprendre ça. Est-ce que tu en avais entendu, toi, parler de ce Surface Laptop Go ? Alors oui, mais c'était pas non plus ultra précis, mais il y avait eu une ou deux fuites, on va dire, qui avaient eu lieu dans les semaines, mois précédents, mais ça n'avait pas été, si tu veux, ça n'a pas été remis dans l'actualité toutes les semaines comme il y a pu avoir pour d'autres produits en termes de fuite, donc on pouvait plus facilement passer à côté, quoi. Oui. C'est vrai que c'est pas le produit le plus clinquant de la gamme Surface, ça c'est sûr. Mais ce Surface Laptop Go, c'est un petit PC design Surface, assez performant pour des budgets, alors plus ou moins serrés quand même. Je dirais pas un budget serré quand même. On reste sur un petit tarif Surface. C'est pas donné non plus. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu, Cassim, au niveau hardware, à moins que Patrick en ait envie, je ne sais pas. Non, je laisse la place à Cassim, je lui laisse la main. D'accord. Disons que c'est comme la Surface Go en son temps, on l'a compris avec le nom Go dedans. Et comme tu le disais un petit peu, c'est un produit qui se veut entrée de gamme. Et Surface Laptop, du coup, c'est bien le PC portable entre guillemets classique de Microsoft. Donc vous pouvez pas, n'essayez pas d'arracher l'écran chez vous, ça ne fonctionnera pas. Non, ça va beaucoup moins bien marcher après. Mais ça permet du coup d'avoir un truc que la Surface Go n'a pas, c'est-à-dire un clavier et un touchpad intégrés dans le prix. Donc il n'y aura pas besoin de rajouter les 100-150 euros sur lesquels on se pète à chaque fois. Là, t'as le 99 pour la Surface Go, le clavier noir est à 99 euros, je crois, de mémoire. Oui, je disais entre 100 et 150 selon le modèle de clavier. Tu as raison. Mais oui, là en tout cas c'est intégré dans le prix. Et puis ça permet d'avoir vraiment l'expérience, la qualité de fabrication Surface. Je ne l'ai pas pris en main ou testé, mais on a assez d'historique sur la gamme Surface pour un peu savoir à quoi s'attendre, je pense, en termes de finition, d'expérience. Malheureusement, il y a des bons et des mauvais côtés, comme souvent avec les produits Surface. Malheureusement, il y a des choses sur lesquelles il faut un peu redire. Oui. Alors, ce qui est très bien, c'est vraiment... il a l'air très bien en termes de design, il a l'air très bien... je suis sûr que la qualité du clavier, du touchpad, ce genre de choses, de la calibration de l'écran sera au rendez-vous. Tu vois, tous ces détails qui font que souvent les PC portables des concurrents ne sont pas forcément aussi léchés. On a aussi ce côté, l'écran tactile qui est au format 3,5, donc c'est un format qui est plus grand que le 16 neuvième qu'on retrouve chez les concurrents. Donc là aussi, pour de la productivité, c'est très agréable. Et puis à l'intérieur, en termes de processeur, on a quelque chose de très performant, puisque c'est un vrai Intel Core i5. Donc là, de ce côté-là, pas de souci pour la performance brute de la machine. Là où on va être un petit peu plus critique sur les caractéristiques, c'est sur le stockage exactement. Toujours et la RAM alors la RAM la RAM ça passe. 4 Go. La RAM, la machine entrée de gamme est à 4 Go, haut de gamme à 8 Go. 4 Go en 2020, ça commence vraiment à être limite, c'est vraiment dommage. Mais c'est pas pour moi le point noir vraiment, c'est vraiment le stockage, où la version entrée de gamme, déjà d'une part en termes de capacité, n'a que 64 Go. Donc 64 Go en 2020, faut arrêter, je trouve un peu de se moquer du monde. Enfin, il y a un moment... on est d'accord. Mais vraiment, plus personne ne propose ça, quoi. Même des machines à 300 € ont plus de stockage que ça, quoi. Il y a que Microsoft qui propose ça. Et puis, en plus, ce stockage de 64 Go, c'est pas un SSD, c'est du stockage, ce qu'on appelle eMMC. C'est-à-dire du stockage... c'est pas un disque dur, hein, c'est un stockage quand même flash. Mais c'est beaucoup plus lent que le SSD que les SSD. On est plus sur de la carte mémoire que du SSD. C'est ça, c'est ce qui équipait les smartphones entrée de gamme il y a 3 ou 4 ans, qui a aujourd'hui quasiment disparu. Je pensais pas en revoir, je t'avoue. Mais je pense que Microsoft doit encore avoir un stock, quoi. Mais du coup, ça fait que forcément, le prix qu'ils annoncent à 630 €, qui aurait pu être intéressant, honnêtement, qui est pas non plus, tu vois, entrée de gamme, comme tu le disais, il est quand même...
il faut mettre 600 € dans une machine, c'est quand même déjà demander un certain budget. Mais si tout était très, très bon pour ce prix-là, honnêtement, ça aurait pu être une très belle machine. Malheureusement, du coup, donc, cette machine à 629 €, c'est celle que tout le monde va déconseiller. Et le problème, c'est que machine directement au-dessus, elle est à 800 €. Donc, tu as quand même 180 € d'augmentation pour garder le même processeur et pour simplement doubler le stockage et doubler la RAM. Donc, on passe à 128 Go de stockage et à 8 Go de RAM. Alors, cette fois, c'est du SSD, donc au moins, on corrige ce problème. Mais on a quand même 180 € d'augmentation pour finalement avoir quelque chose qui aurait... En fait, cette version à 800 €, si elle avait été proposée à 630 €, j'aurais trouvé ça raisonnable. Oui. Mais j'aurais même pas trouvé qu'ils cassaient les prix, tu vois. J'aurais trouvé ça correct. Bien. Correct, ouais. Donc je trouve... Enfin voilà, il y a clairement, en termes de gamme de prix, qui est un peu mystérieux. En plus, là où je serais critique du choix du processeur, c'est que ils choisissent une solution Intel qui est plus chère que ce que AMD propose aujourd'hui. Et malheureusement, alors c'est probablement dû au temps d'élaboration de la machine, ouais, voilà. Ouais. C'est toujours le problème avec les produits Surface. Mais du coup, ça fait que probablement qu'ils payent trop cher ce processeur et qu'ils auraient pu avoir proposer une machine moins chère et tout aussi performante et peut-être plus économe en énergie. Chez AMD, on le voit vraiment. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai testé une machine qui est dans la même gamme de prix et qui propose beaucoup plus de stockage, qui propose probablement un meilleur processeur et d'une manière générale qui propose un meilleur produit, quoi. Ouais. Après, sur le Surface Laptop 3, il me semble qu'il y avait des retours qui disaient que les versions AMD étaient plus énergivores que les versions Intel, non ? Oui, mais là aussi, effectivement, mais là aussi c'était dû au développement de la gamme Surface où en fait ils utilisaient une vieille génération de processeurs AMD qui n'est pas au niveau de ce que AMD propose en 2020 sur les autres PC portables concurrents, quoi, qui sont très peu énergivores et en même temps assez performants, voire plus performants que ce que propose Intel. Donc, d'accord. Et un dernier élément à préciser, c'est un petit point de détail. Il y a toujours le port Surface Connect pour recharger la machine, même si en plus on a de l'USB et de l'USB-C. Et puis il y a la caméra Windows Hello a disparu. Pareil, pour des raisons, je pense, d'économie de coût, mais c'est pas très grave puisqu'on a quand même un lecteur d'empreintes, ce qui est tout à fait... Oui, mais pas sur la version de base. La version de base n'a pas le lecteur d'empreintes, il me semble. Tu as raison, effectivement, il me semble que la version de base n'a pas le lecteur d'empreintes. Encore une raison de ne pas prendre la version de base. La version de base. Mais ce qui veut dire qu'on a une vraie machine d'entrée de gamme à 800 balles. Bah, c'est ça, et là on touche... Et c'est dommage parce que, franchement, fondamentalement, le produit est beau. J'aurais envie qu'on puisse facilement le recommander, quoi. C'est fâcheux, quoi. C'est ça, c'est fâcheux, comme tu dis. Non, c'est vrai que le premier modèle, pour moi, il n'a pas de raison d'exister. En 2020, il n'y a aucune raison d'avoir 64 Go de stockage. Même si on te dit oui, il y a le cloud machin, je suis désolé, t'as quand même... Si tu veux installer 2 logiciels, entre l'OS et 2 logiciels, boum, c'est mort, t'as plus de place. Donc, c'est vraiment le problème. Et puis surtout, il y a Windows. Windows, c'est quand même la version 64 bits. Donc j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un chien en plein, mais il doit plus rester. Si tu prends en plus le système de recovery, bon maintenant c'est la restauration par internet, donc on met de côté, mais même comme ça, avec un Windows 64 bits, je veux dire, ça prend peut-être pas la moitié de la mémoire, mais on n'en est pas loin quand même. Et t'es clairement au devant de problèmes à l'avenir pour installer des mises à jour, quoi. Par exemple. Parce que tu vas très rapidement saturer la mémoire, et donc très rapidement tu vas potentiellement... avoir des soucis pour installer des mises à jour, les mises à jour un peu importantes, quoi. Sachant qu'en plus il n'y a même pas de... Je viens de me souvenir qu'il n'y a pas de lecteur de carte SD ou micro SD. Pas vu non plus. Ce qui était toujours un peu... Au moins, normalement c'était l'excuse sur les produits Surface tablette. C'était au moins l'excuse de pouvoir se dire tu vas pouvoir mettre une carte SD de 128 Go par exemple. C'est ça. Et pouvoir stocker au moins tes documents dessus. Mais là, c'est-à-dire que tes documents et tout ton travail, tu es obligé de le stocker sur le stockage interne, quoi. Donc raison de plus pour vraiment avoir
un peu peur de ce stockage, quoi. Ouais. Et ce qui fait que la vraie version qu'on pourrait conseiller, celle qui a 8 Go de RAM et 128 Go de SSD, finalement, 800 €, ça fait cher quand même pour ça en 2020. Tu payes vraiment le design Surface. Et là, je trouve que ça pêche un peu. Je suis assez d'accord. Et là, j'ai même pas attaqué. Enfin, il y a d'autres petits points sur lesquels on pourrait critiquer. La définition de l'écran, par exemple, qui est en dessous du Full HD, où c'est du 1536 par 1024. Il y a le fait que le processeur, en réalité, encore une fois, c'est le cycle de développement, mais là, le PC il sort maintenant et il utilise un processeur Intel de 10e génération, alors que justement ce mois-ci sortent les premiers PC avec des processeurs Intel de 11e génération. Alors ok, c'est pas si grave que ça, mais c'est plein de petites choses comme ça additionnées qui font que c'est ça. Quand tu mets 800 € dans une machine, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir le processeur de l'année dernière et tu vois, Alors, je pense que le processeur, c'est pas un problème vu la gamme de prix et le public auquel ça se destine. Mais c'est tout le reste, pour moi, qui va être les petits problèmes qui vont s'accumuler. Et le processeur, ça, c'est plus pour nous que... Ça serait de 8e ou 9e génération, tu pourrais dire, ouais, là, ils abusent. Bon, tu peux dire une génération d'écart pour une gamme vraiment qui va être l'entrée de gamme. Disons que je dis ça passe. Je suis pas super convaincu qu'on ne retrouve pas rapidement des PC portables au même prix avec la 11e génération, tu vois. C'est ça le truc. Ah oui, non mais ça je suis d'accord avec toi, hein. Mais bon, je me dis ça après peut oui, passer. je suis d'accord que c'est pas le plus gros souci du tout. Pour moi, c'est le plus petit celui-là. Mais bon. Donc on va le déconseiller pour l'instant. Malheureusement. Mais on va déconseiller l'entrée de gamme. Après, on va pas le déconseiller autant que l'autre produit qu'ils ont annoncé. Alors, tu parles de la Surface Pro X 2020 ? Oui. Alors là, j'ai halluciné quand j'ai vu son tarif. Alors, la Surface Pro X, c'est l'ordinateur qui marche avec un processeur ARM, qui peut maintenant tourner... faire tourner des applications 64 bits, qui fonctionnent. Excuse-moi. Déjà, non mais même, déjà c'est déjà une belle hyperbole. Fonctionner avec un processeur ARM en 2020 sur Windows, c'est déjà. Faut voir. Disons que Windows se lance, quoi. On va dire ça. Oui. Bon, les retours sont si mauvais quand même. C'est pas terrible. C'est pas très performant. D'accord. Bon, au niveau hardware, c'est vrai que cette Surface Pro X, elle est magnifique, je trouve. L'écran est super, il n'y a pas de bordure quasiment. Ça, c'est vraiment la classe. Puis l'écran a l'air d'être vraiment aux petits oignons. Bon, après, il y a ce fonctionnement avec ARM qui est quand même assez limitant. Je pense que c'est le terme qu'on pourrait employer, c'est limitant pour l'instant. Pour l'instant, le souci, c'est que les processeurs sont pas capables de faire tourner de façon fluide Windows 10 et ses logiciels, quoi, en gros. C'est ça le souci. Donc, et alors, encore, je te dirais, c'est un truc qui va valoir 400 balles. Tu me dirais, ça passe. Comme la Surface RT, quoi, à l'époque. Ouais, comme la Surface RT. Tu dis, et encore, la Surface RT, elle faisait bien tourner Windows. Oui, je suis d'accord. Mais là, non, c'est 1700 €. Et sans la cover et sans le stylet. Alors, c'est vrai que l'avantage, c'est que tu peux mettre la cover comme n'importe quelle Surface Pro et tu peux rajouter ton stylet. Alors là, c'est un stylet qui se charge par induction dans le clavier, enfin dans la cover. Mais bon sang, 1700 € pour une Surface Pro X qui est limitée, tu dis fichtre, qui c'est qui va acheter ça, quoi? Tu connais le prix du pack clavier stylet ou pas? Non, c'est bon, déjà, quand j'ai vu le prix de base, j'ai dit c'est pas la peine, je vais pas regarder. Mais je pense qu'on doit être à 100 € le stylet ou 99 €, et tu rajoutes les 170 € de cover? C'est à peu près ça, puisque le total arrive à 295 €. Ouais, tu vois, même j'étais en dessous. Non mais... Voilà, je trouve que c'est ubuesque, ce qui veut dire que si tu prends le pack complet, t'en as pour 2000 balles. Ouais, et ça c'est pour la version entre guillemets entrée de gamme de la machine 2020. C'est ça. Il y a au-dessus après. Mais je ne... Enfin, en fait, en vrai, alors, déjà, je suis triste pour les gens qui vont acheter ça. En vrai. Parce que vraiment. Ils sont peut-être nazo, c'est eux qui veulent. Ils vont mettre beaucoup d'argent dans un produit qui va pas marcher, quoi, en gros. Et puis je comprends pas ce produit. Et puis je comprends pas ce que fait Qualcomm et ce que font Microsoft ensemble, parce que du coup, on l'a pas dit, mais la principale nouveauté, c'est exactement le même modèle que l'année dernière.
Oui. Vraiment exactement le même, sauf le processeur qui passe du SQ1 de Microsoft au SQ2 de Microsoft, qui est un renommage du Snapdragon 8CX de Qualcomm. Donc c'était le 8CX l'année dernière, et là c'est le 8CX deuxième génération, qui n'ont aucune différence ou quasi pas de différence entre les deux générations. C'est une sorte de refresh un peu pour faire genre. Derrière Qualcomm, quand ils vendent leur processeur, le refresh, ils le justifient parce que en gros, ils poussent pour mettre la 5G avec, en gros. Sauf que tu perds la 5G quand tu passes chez Surface, puisque la Surface Pro X c'est pas 5G, donc il y a même plus cet argument-là. Et donc, sachant que le 5G déjà, bon, bref, mais admettons. Et donc, le truc c'est que en parallèle, en fait, faut comprendre qu'en parallèle de tout ça, il y a Apple qui a annoncé son passage à ARM en juin, que là, il s'apprête très probablement à esquisser ou à annoncer ou bientôt à dévoiler leur premier PC portable ARM. Et je peux t'assurer que d'une part, il sera moins cher que la Surface Pro X, que d'autre part, il sera meilleur et beaucoup plus performant, et qu'il fera tourner tout. Enfin, ce sera carré, et ce sera fonctionnel, et ce sera un bon produit. Ce sera peut-être pas le meilleur produit possible dès la première génération, parce qu'il va leur falloir un peu de temps aussi. Mais ça sera bien plus efficace que ce qui est proposé là. Je pense que ce sera directement beaucoup plus efficace. Et puis Apple, ce que je dis, c'est que quand ils ont annoncé leur transition, ils ont dit notre futur c'est ARM. Et ils veulent que dans 3 ans, tous leurs PC c'est ARM. Donc ils n'ont pas d'autre choix que d'y aller. Mais si je dis pas de bêtises, enfin si je dis une bêtise tu me coupes, hein, mais Apple connaît déjà les processeurs ARM depuis un moment, vu que c'est ARM qui fournit les processeurs des iPhones et peut-être des iPads aussi, sûrement des iPads. Donc ils ont quand même l'habitude de travailler avec ce genre d'outils, et c'est peut-être plus facile pour eux d'élaborer des puces pour ordinateur en maîtrisant déjà tout le reste sur smartphone et tablette. Ah mais c'est même sûr, et puis je suis tout à fait d'accord avec toi, et puis au-delà de ça, c'est même aussi parce qu'ils ont cette mainmise sur les processeurs iPhone et iPad, et qu'ils ont cette connaissance-là, ils ont une très bonne équipe d'ingénieurs, et puis surtout ils ont le budget de R&D. À partir du moment où ils ont décidé que c'était leur futur, ils mettent le budget complètement sur la création de processeurs, alors que pour Microsoft c'est un projet sur le côté qui n'est pas si important que ça, et pour Qualcomm c'est aussi un projet sur le côté qui n'est pas si important que ça, puisque eux ils sont très bien sur le marché du smartphone. C'est eux qui équipent tous les smartphones sur Android, ou quasi, et donc ils n'ont pas non plus envie de mettre la priorité là-dessus. Personne n'a envie de le faire, personne n'a le budget pour, et donc... Alors Patrick voulait prendre la parole. Oui, je voudrais juste ajouter qu'en plus de ça, Apple a quand même un savoir-faire. Ils sont déjà passés par là, puisqu'il y a quelques années en arrière, ils ont fait le chemin inverse, puisqu'ils sont passés la plateforme PowerPC à la plateforme Intel. C'est vrai, oui. Donc ils ont su, plus ou moins avec succès, on va dire, dans tous les cas vers la fin, assurer la transition. Et donc je pense qu'ils ont le savoir-faire pour faire le chemin inverse, tout simplement. Bien vu. Bien vu, Patrick, merci. Mais du coup, on peut se demander où va Microsoft avec Windows 10 sur ARM. En parallèle, on l'a pas dit, ils ont annoncé qu'on allait enfin pouvoir émuler les logiciels 64 bits qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent. Donc tous les logiciels, tous les points .exe qui tournent sur du Intel 64 bits jusqu'à présent étaient indisponibles, mais on ne pouvait pas les installer. Et là, on pourra les installer et les lancer. Ça ne veut pas dire qu'ils seront très performants à cause de la couche d'émulation, mais au moins ils pourront se lancer. Au moins, a priori, là, à partir de novembre, Windows 10 ARM sera vraiment 100% compatible ou quasi compatible avec tous les logiciels Windows, quoi. Alors moi, c'est avoir les performances après, quoi. C'est ça. J'imagine lancer les produits de la suite Adobe sur un truc comme ça quand c'est émulé. Déjà que c'est des produits qui sont longs à démarrer, il te faut une machine de guerre pour que ça tourne vite, mais là ça va être une horreur, ça va être inutilisable pour les gens. Enfin bon. C'est pas une machine pour non plus. Hein, mais attends, moi avec ma petite Surface Pro 3, je fais tourner Lightroom classique. Alors oui, c'est pas hyper rapide, mais ça marche, c'est quand même utilisable. Oui. Sauf que là, tu pars sur une tablette qui émule, donc là... Oui, mais moi je te parle de ma Surface Pro 3 qui a déjà 6 ans. Mais justement, mais ça reste un PC Intel à 100%. Tout à fait. Donc il n'y a pas d'émulation, ça tourne en natif. Oui, mais moi, ma machine n'avait pas coûté 1700 balles il y a 6 ans.
Donc, en plus. Elle avait coûté beaucoup moins cher. Je pense vraiment que la X, on devrait la mettre dans le même panier que la Surface Laptop Go. Je pense que c'est les modèles de trop. Je pense qu'il faudrait que Microsoft se recentre sur ce qu'il a toujours fait de mieux jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le reste de la gamme, même si la Surface Book, j'aurais quelques bémols là-dessus, mais je veux dire, moi je trouve qu'ils ont déjà, en plus il y a la Surface Go de l'autre côté, donc je pense qu'ils ont déjà quand même une gamme qui est déjà bien complète, qui est à peu près accessible pour toutes les tranches d'utilisation à peu près. Moi je pense que ces deux modèles-là, je sais pas, j'ai vraiment le sentiment que c'est des modèles de trop. Le laptop Go, je te dirais pas ça. Je trouve que c'est intéressant parce que tout le monde n'a pas envie d'une tablette ou d'avoir le clavier. Y a des personnes qui sont un peu réfractaires à ça. Oui, mais je pense que tu peux trouver des ultrabooks, Guillaume, pour un tarif à peu près équivalent. Ah oui, mais ça manquait chez Microsoft. Ouais. Bon, après la Surface Pro X, j'arrive pas à comprendre, mais bon. Moi, je pense que le Surface Laptop Go, il est très bien. C'est une très bonne idée et Microsoft pourrait tuer le marché s'il voulait. S'il pouvait proposer vraiment comme un peu ce que Google est en train de faire avec le Pixel, de vraiment proposer le laptop sans le PC portable sans truc en trop, sans gimmick, sans idée farfelue, mais juste un très très bon PC portable avec une très bonne expérience Windows. Je trouve que ce serait vraiment bien. Et j'ai l'impression qu'ils pourraient faire ça. Mais là, c'est clairement pas la bonne machine. Mais après, ça me laisse au moins... Maintenant qu'ils ont créé cette gamme de produits, j'ai hâte finalement de voir le Surface Laptop Go 2. Oui. Mais on verra bien comment ils amélioreront. Et puis la Surface Pro X, oui, je la comprends pas. Je pense que Microsoft est un peu dans la même situation qu'il l'était avant, à un moment avec Xbox. C'est-à-dire que s'ils veulent vraiment se lancer dans ARM et qu'ils veulent vraiment rendre Windows disponible sur ARM, ce qui serait une bonne idée pour le futur... il est temps de sortir le chéquier et de mettre un vrai budget de développement derrière, quoi. C'est ça. Bon, allez, maintenant on va encore parler d'une mauvaise nouvelle. Aïe. Oui, tu sors ton mouchoir déjà, Cassim ? Aïe, et pourtant, alors que Matrix sort l'an prochain, comment ça fait ? Vous vous rappelez, quand Microsoft avait présenté, c'était en octobre 2018, si je dis pas de bêtises, Microsoft avait présenté le Surface Duo, le téléphone sous Android qui se plie avec 2 écrans, et Microsoft avait également présenté le Surface Neo, donc la petite tablette qui se plie sous Windows, et celle-ci... Cassim, elle aurait dû tourner avec une puce ARM ou avec une puce Intel Intel, d'accord. Donc normalement, il n'y a pas de problème de Windows qui n'était pas adapté. Non, justement. À l'architecture interne. Après, aux écrans, au double écran, c'était pas sûr. Mais ce Surface Neo dont Microsoft nous avait parlé en 2018 semble avoir quasiment complètement disparu du site internet Microsoft, de la chaîne YouTube de Microsoft. On ne trouve plus de traces, tout a été enlevé comme si Microsoft avait décidé d'oblitérer une partie de son passé. Ou bien est-ce que c'est pour mieux le représenter d'ici quelques mois ? Ça, on ne sait pas trop. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui se font entendre. Toi, Cassim, qu'est-ce que t'en retiens de ça ? C'est un peu compliqué. Il y a un cas précédent comme ça dans l'industrie qui est assez récent. C'est celui du AirPower d'Apple. Donc, décidément, on parle d'Apple ce soir. C'était un socle de recharge sans fil que Apple avait annoncé, qu'ils n'ont jamais commercialisé, qui au bout d'un moment ils ont fait disparaître de leur site, et finalement ils ont plus tard admis qu'ils ne sortiraient jamais. Là on se retrouve un peu dans ce cas de figure où Microsoft a annoncé un produit, ils l'ont reporté d'abord, et puis ils ont, comme tu le disais, ils l'ont fait disparaître, donc du coup on peut se poser un peu la question de savoir ce que devient le produit. La réalité c'est que ce produit il était conçu comme étant un fer de lance de Windows 10X. Tu parlais tout à l'heure, tu me demandais s'il tournait avec un processeur Intel et qui était compatible avec le Windows classique. Il tournait avec un processeur Intel, mais c'était un Windows un peu particulier puisque c'était un nouveau Windows complètement différent, remodelé de Windows 10 avec une virtualisation des logiciels classiques, un certain nombre de systèmes qui allaient être mis en place pour essayer de créer une sorte de nouveau Windows, un Windows plus léger et plus, on va dire, sans l'historique de Windows. Sans le côté legacy. C'est ça, qui serait un peu concurrent avec le Chrome OS de Google. Mm-hmm. Et le problème, c'est que Windows 10X, il a été un petit peu mis... Microsoft dit qu'il a été repoussé. En réalité, il a été un peu mis de côté, voire complètement arrêté. Là, actuellement, l'idée, c'est surtout que les nouveautés qui étaient prévues dans Windows 10X
sont en train d'intégrer petit à petit dans Windows 10 tout court, notamment les nouveautés d'interface, de changement de fonctionnalité. Et en fait, je pense que le gros souci qui a touché Microsoft, c'est pas tant qu'il y a eu des soucis de conception, même si je pense que le projet vivait pas parfaitement, c'est aussi qu'il y a eu la crise du coronavirus et surtout on est au devant de la plus grosse crise économique qui nous touche depuis longtemps, et donc tout le monde n'a pas le budget pour mettre les 2000 balles qu'allait demander un PC à écran pliable ou à 2 écrans ou ce genre de choses que Microsoft avait prévu de lancer. Et donc je pense que c'est vraiment ça la raison qui a mis de côté Surface Neo, c'est le fait que le marché est pas prêt pour des produits comme ça qui misent tout sur le design et qui misent vraiment sur des prix élevés. Je dis ça alors qu'on vient de parler de la Surface Pro X, mais je pense vraiment que Microsoft... Oui, mais elle existait déjà, elle. C'est ça, là, Microsoft, il voulait lancer vraiment une nouvelle famille de produits, comme il l'avait fait avec la Surface Pro X en son temps. Il y avait Surface Neo, mais il y aurait dû avoir d'autres PC aussi, qui auraient été assez similaires chez les autres fabricants. Et je pense que Microsoft a très bien senti, que ce soit eux en interne ou chez les fabricants, qu'il n'y avait plus le marché pour ce type de PC pour le moment, et qu'il valait plutôt mieux se concentrer justement sur l'amélioration de Windows 10, au moment où les gens sont en train de faire beaucoup de télétravail et qu'il y a eu une explosion de l'utilisation du PC en 2020. Vraiment, le marché du PC est reparti à la hausse et tout ça, parce que les gens ont besoin de PC pour travailler chez eux. Et donc, il y a vraiment ce nouveau besoin sur Windows 10, et donc ils ont remis des forces de développement sur Windows 10 du coup. Alors, moi, je me demandais, est-ce qu'on pourrait pas aussi imaginer que chez Windows, on s'est un peu précipité, on s'est un peu emballé, on n'a peut-être pas vu l'ampleur de la tâche qui devait être abattue pour proposer un OS qui soit suffisamment performant pour être vendu avec ce matériel. Bon, ça complète un peu ce que tu dis, mais c'est peut-être une autre manière de voir le problème, parce qu'à force de présenter des mock-ups, peut-être que on se rend pas compte de l'ampleur de la tâche. Peut-être. Voilà. Bon, enfin voilà, donc vous aurez pas de tablette pliable. Ouais. Moi, c'est dommage, celui-là m'intéressait beaucoup plus que le Duo. Bon, bien que je pense que j'aurais pas pu être client, mais voilà, ça m'aurait plus plu. Voilà, Patrick, quelque chose à rajouter sur ce hardware, ou ça t'intéresse pas et on passe à Windows ? Non, ce modèle-là ne m'intéressait pas plus que ça, j'étais plutôt côté Duo, moi aussi, un petit peu comme toi. D'accord. Ah non, moi j'étais plus Neo que Duo. Ah, pardon. Alors moi c'est l'inverse. Moi je suis plutôt Duo que Neo. Et tant mieux du coup, parce que c'est moi qui pourrais... c'est toi qui pourras tester, voilà. S'il décide de vendre le Duo ailleurs qu'aux États-Unis. Ah oui. Je pourrais qu'on en reparle bientôt du Duo. Ok, ça marche. Merci Cassim. Tu veux dire que Microsoft va sortir le Duo Go ? Oh, joli. Avec un écran et demi, ça serait cool. Alors, je voulais pas forcément teaser une sortie ou un truc comme ça. Je voulais dire que nous, dans le podcast, on allait en reparler bientôt. C'est différent. Bon, allez, je vous propose de clôturer cette partie sur le hardware et puis on termine avec, 2 petites annonces sur Windows. Alors je disais 2 petites annonces. La première, c'est peut-être pas une si petite annonce que ça. Alors je suis pas allé fortement dans le détail, mais les insiders ont pu voir arriver sur le canal Insider Dev, donc je vous rappelle que les canaux des insiders ont été modifiés il y a quelques mois. Donc là, chez les devs, maintenant, si vous faites une installation propre de votre Windows, c'est-à-dire vous repartez vraiment de zéro, vous avez la possibilité de choisir, enfin de customiser, d'adapter votre Windows à votre utilisation. Si vous êtes un scolaire, si vous êtes un joueur, si vous avez un ordinateur qui est plutôt destiné à la famille, si vous avez un ordinateur qui est plutôt destiné au multimédia ou à l'utilisation professionnelle, vous allez pouvoir demander à Windows, vous allez cocher en fait tout simplement des cases que Windows vous propose à l'installation, et ça va paramétrer c'est votre Windows pour répondre à des besoins de joueurs, à des besoins scolaires, à des besoins familiaux. Donc ça, c'est une personnalisation qui est plutôt assez intéressante dans l'idée, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça bien, tu vois, qu'ils améliorent Windows 10, comme tu disais tout à l'heure, Cassim, pour mieux répondre aux besoins des gens. Maintenant, est-ce que les gens sont à même de comprendre ce qu'ils doivent choisir ou pas ?
Ça va être ça la grande question. C'est de quelle façon est-ce que Microsoft va aborder les questions ou les propositions de façon à ce que personne n'oublie quelque chose ou se trompe dans les choix. Voilà, c'est vraiment, tu as 6 catégories où tu peux cocher les catégories qui t'intéressent. Est-ce que tu comptes jouer? Est-ce que tu comptes... et à chaque fois, il y a écrit, ça veut dire, est-ce que tu comptes faire des... Bon, jouer, c'est évident, mais par exemple, il y a Family, et il t'explique, est-ce que du coup, vous allez être plusieurs utilisateurs? Est-ce que vous allez pouvoir gérer un contrôle parental, etc. C'est vraiment très, très simple en fait la manière dont c'est présenté, mais je pense que ça va être pour t'afficher ensuite les fonctionnalités directement. Donc du coup la question qui va se poser après, c'est qu'une fois que tu as choisi, est-ce que ce choix peut être modifié par la suite et de quelle façon? Alors en fait c'est si tu changes d'avis ou si... Le but c'est vraiment plutôt de te guider pendant la configuration de ta machine, donc c'est vraiment l'expérience au lancement de la première fois que tu as lancé ta machine. Ça va pas fondamentalement changer le Windows, l'utilisation de Windows après. C'est vraiment pour, par exemple, aujourd'hui quand tu initialises un PC, il va te demander ton compte Microsoft, puis après il va te proposer Microsoft 365, il va te proposer OneDrive, il va te proposer Cortana, et blablabla, et il te propose genre une dizaine de leurs services. Et c'est lourd, c'est long, quand tu veux refuser les choses et tout, c'est un peu chiant. Là, l'idée, c'est que par exemple, j'imagine que si par exemple tu ne cochais que gaming, ils ne vont pas te proposer Microsoft 365. Par contre, ils vont te proposer de t'abonner au Xbox Game Pass ou de t'installer directement l'application liée. Ou carrément, à partir du moment où tu l'as coché, peut-être que lui, derrière, il va comprendre qu'il doit l'installer par défaut. Et on a vu aussi dans une autre build précédente qu'ils allaient apporter des changements, justement, par exemple, par défaut, ta barre des tâches, quand tu lances Windows 10 la première fois, tu as l'explorateur de fichiers, tu as le navigateur web et tu as quelques autres raccourcis comme ça dans la barre des tâches. Là, pareil, en fonction de ce que tu as coché ou non, il pourrait par exemple mettre directement l'application Xbox dans la barre des tâches pour t'inciter à t'aiguiller vers ce service-là. Au contraire, si tu as par exemple mis le travail scolaire, peut-être qu'il y aura OneNote dans la barre des tâches, tu vois, par exemple. Moi, je l'imagine bien comme ça. Après, je l'ai pas testé, je suis pas... Non, moi non plus. Je suis qu'en release preview, donc j'ai pas accès encore à cette build. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant pour vraiment adapter l'outil que tu utilises à tes besoins. Donc voilà. Et puis, ça nous amène à une nouvelle fonctionnalité, alors qui n'est pas encore arrivée, qui se prépare. C'est peut-être que vous avez envie des fois de partager ce que vous affichez sur votre écran, que vous êtes en train de faire une manipulation ou une succession d'étapes et que vous voudriez faire une petite vidéo. Vous n'avez pas envie d'aller télécharger un logiciel, vous n'avez pas envie de récupérer la version gratuite du logiciel qui va vous mettre le gros logo sur votre vidéo. Eh bien, Microsoft commence à travailler sur une application qui va permettre d'enregistrer votre écran. Alors, ça va être vraiment une application qui est basique, qui permet uniquement d'enregistrer l'écran, pas de rajouter de webcam, pas de rajouter de micro. Ça, pour le micro, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais c'est une première approche qui est pas forcément inintéressante pour fournir à tout le monde un petit logiciel basique qui permet de faire le taf, quoi, sans aller chercher une usine à gaz. Voilà, donc ça, moi, il me tarde de pouvoir tester cette application. Faut noter que c'est du support technique et du dépannage, ouais, ça peut être utile. Bah oui. Cassim ? Faut noter juste que ça va être une nouvelle fonctionnalité des fameux Power Toys. Donc c'est intéressant qu'ils aient choisi de ne pas l'intégrer nativement ou de ne pas proposer nativement une application dans Windows 10. C'est vraiment un nouvel outil, un futur nouvel outil des Power Toys. Ça arrivera pas à terme dans Windows 10 ? J'avais compris ça. Non, c'est pas prévu pour l'instant. Mais après, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est facilement installable, et plus ça va aller, plus j'ai l'impression que ça va être le truc qu'il va falloir installer avec Windows 10, quoi. Ouais, pour vraiment avoir toutes ces petites fonctions pratiques, justement. Ouais, les Power Toys, c'est du bon. Bon, mais voilà, après, c'était pas une grosse information, c'était juste ça qui a été présenté comme fonctionnalité. Et c'est vrai, vous voulez faire un petit tuto, quelque chose de tout simple, ça peut être pas mal. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Après moi, Cassim, j'avais une question. Je me suis posé, alors ça fait 2 ans que j'ai mon smartphone, je pense pas le changer tout de suite, mais je suis en train de regarder. Et j'avais un 845 ou un 855 comme CPU. Je dois avoir un 845 de chez Qualcomm. Et je vois maintenant qu'il y a quand même les 865 qui sont sortis, voire les 865 Plus, mais qui coûtent un rein. Souvent, c'est proposé avec des smartphones qui sont
haut de gamme, et je vois qu'il y a beaucoup de smartphones qui sortent avec des 765X ou 700, je sais plus exactement, 700 et quelques, notamment le dernier Pixel, et je me demande ce que ça vaut comme CPU ça sur mobile. Alors je te prends un froid. Moi d'expérience, tout ce qui est au-dessus de la série 600, Snapdragon 600, c'est utilisable et assez agréable au quotidien. Et plus tu montes en grade, à chaque fois il y a un gap. Quand tu passes des 600 et quelques à 700 puis à 800, il y a un petit gap entre chaque gamme. Mais globalement, ça va pas révolutionner l'utilisation de ton smartphone. Disons que la série 600, c'est vraiment bien si vous vous contentez d'applications de type Twitter, navigation sur le web, Netflix, vraiment le basique, quoi. Au-dessus 700, c'est vraiment si vous voulez quelque chose une bonne expérience, vraiment à tout moment, ça ne ramera jamais. Et puis vous commencez à faire des jeux, pas forcément jouer à Fortnite avec les meilleurs graphismes possibles, mais la plupart des jeux du Play Store tourneront, et tout ce qui est jeux de cartes et compagnie tourneront très bien. Et puis 800, c'est vraiment pour les geeks, c'est vraiment pour ceux qui veulent absolument le meilleur qui existe. Puis souvent, c'est aussi la gamme de processeurs dans un smartphone va aussi souvent déterminer beaucoup de fonctionnalités qui tournent autour. Ben oui. C'est pas qu'une histoire de performance, ça va être le nombre de capteurs photo ou la définition maximum des capteurs photo va être liée au Snapdragon qu'ils vont choisir. La compatibilité 4G ou 5G, le Wi-Fi, ce genre de choses est souvent lié en fait avec le Snapdragon à l'intérieur. Et par exemple, le 865, c'était le premier Snapdragon qui oblige les fabricants, à partir du moment où vous avez un téléphone qui a un Snapdragon 865, le smartphone est forcément compatible 5G. Ce n'est pas possible de sortir un téléphone 4G avec ce processeur. Ce CPU-là, ouais. Donc ça fait partie des petits points en plus qui ne sont pas forcément liés à la performance directe, mais qui sont intéressants à noter. Mais pour revenir à ta question, la gamme 700 pour moi elle est amplement suffisante. D'ailleurs j'ai précommandé moi-même un Pixel justement qui est équipé de ce processeur-là. Donc, Ouais, parce que je regardais et de plus en plus les smartphones qui ont un processeur de la gamme 700 ont la 5G de proposer. Oui. Tu as des capteurs photo qui ont l'air d'être tout à fait corrects. Et puis tu te dis qu'avec un bon algorithme derrière, et puis parfois tu as même des puces qui sont dédiées à la photo, alors qui sont peut-être incluses dans ces chipsets, mais je ne sais pas. Mais ouais, il y a des trucs qui ont l'air sympas, et je me disais, bon, je suis peut-être pas obligé d'aller taper sur la gamme 800, vu que je suis pas joueur sur mobile, à part des petits jeux tout bêtes. Clairement, il n'y a pas forcément pour moi, il n'y a pas clairement besoin d'aller prendre ce processeur-là. Après, je voudrais te contredire quand même sur le prix, la question du prix. Il y a beaucoup de smartphones, notamment toujours les smartphones un peu chinois de Realme ou Xiaomi et compagnie, qui souvent proposent des tarifs un peu plus agressifs avec cette puce-là. Alors, j'ai plus les prix en tête, mais il me semble quand même qu'il y a des téléphones à des prix un peu plus accessibles. Bon, ça va pas non plus être de l'entrée de gamme. Non, mais tu vois, c'est ce que j'ai. Moi, j'ai un Mi Mix 2S. Bon. Mais je suis à peu près persuadé que je sais plus comment il s'appelle le Realme. Il y a un Realme par exemple qui doit être dans les 300 €, je dirais. Je sais plus lequel c'est, ça doit être le X50 ou quelque chose comme ça, qui doit être dans les 400 ou 500 €. Et qui a le Snapdragon 865, tu vois. Oui, mais c'est ça de toute façon. À part chez Xiaomi, il n'y a pas grand monde qui a le 865 à un tarif accessible. Oui, je trouve. Ça, je suis d'accord. Après, bien sûr. Et puis souvent, ça veut dire qu'ils ont fait des compromis ailleurs pour pouvoir mettre cette puce-là. C'est ça. Et je me dis que parfois, il vaut peut-être mieux avoir peut-être un processeur un petit peu moins bon, mais que le reste soit meilleur à côté. Enfin... C'est clairement moi ce que j'ai. Là, s'il y avait un smartphone que je devais conseiller en ce moment, clairement pour moi, c'est le Pixel 4a tout court, qui est vraiment un très bon smartphone. Et tu vois, qui a justement ce côté qui n'a pas trop de puissance, donc c'est un Snapdragon 730G, bah tiens, tu demandais, oui, à l'intérieur, et il est vendu à 350 €.
Et il a une bonne autonomie, il a des bonnes performances, il a un très bon logiciel, il a un très bon appareil photo. Le design est compact et il a un écran tout à fait correct. Donc tu vois, il n'y a pas vraiment... Je trouve la gamme Pixel de cette année assez intéressante parce que je trouve qu'elle n'a pas fondamentalement de défauts. D'accord. Bah, tu vois, moi, c'est tout à fait cette gamme de tarifs que je cherche. Je veux pas aller beaucoup plus haut. Parce que après mon utilisation, j'ai pas besoin d'un truc qui aille péter à 800 ou 1000 balles. Enfin voilà. Et puis voilà, Google assure les mises à jour et tout. Donc, c'est vrai. Mais pour répondre à ta question, voilà, oui, tout à fait, les 52700, c'est tout à fait suffisant. Voilà, ce qui sort maintenant, c'est du bon quand même. Mm-hmm. Ok. Merci beaucoup, Cassim, pour ces éclaircissements. Voilà. Patrick, toi, tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon pour toi ce soir ? C'est bon pour moi aussi. Ok, bon. Eh bien, je vous propose, si vous souhaitez, de nous retrouver en nous laissant un petit commentaire, alors que ce soit sur le site lifetime.fr, vous allez sur le billet de l'épisode, et puis en bas, hop, vous pouvez taper un petit commentaire, ou sur la page YouTube de l'épisode toujours, où vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire. Il y avait pas mal de personnes, finalement, qui ont réagi aussi à notre épisode 192, Cassim, où l'on a parlé des Windows Phone. Parce que toi, tu as peut-être oublié ce que c'était, les Windows Phone, mais beaucoup de nos auditeurs n'ont pas oublié ce que c'était, et ont partagé avec nous leurs avis, mais je sais très bien que tu n'as pas oublié ce que c'était Windows Phone. Un Windows Phone. Ah si, ça y est, t'es amnésique. Bon sang, t'as trop travaillé chez Frandroid. Mais en plus, c'est quand même étrange comme idée, parce que Microsoft, ils ont un smartphone, c'est le Surface Duo, et il est sous Android, donc je trouverais ça assez curieux comme idée, un Windows Phone. Ouais, je sais pas, c'est un truc, c'est assez paradoxal et anachronique. Et voilà, donc on fera peut-être un épisode 2 avec peut-être des invités aussi parmi les utilisateurs, les anciens, les vieux. Pourquoi pas appeler ça Windows Mobile aussi, donc tiens. Non, ça serait trop décadent. Allez, donc qu'est-ce que je disais ? Je sais plus, Cassim, tu m'as fait perdre mon idée. Bon, bah écoutez, tout simplement, merci Patrick, merci Cassim, bonne continuation vous tous, on se retrouve normalement la semaine prochaine, ça devrait être le 15 pour l'épisode 194. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à partager cet épisode sur tous les réseaux. Salut tout le monde, ciao. Ciao.